Bonsoir à tous les trois. Marie-Roger Biloa, bonsoir. Vous êtes éditorialiste, présidente du groupe Africa International. Selon vous, la démocratie est le système le plus difficile à faire vivre. Et quand on regarde l'Afrique, les résultats sont extrêmement encourageants. Il faut applaudir l'Afrique. Vous êtes afro-optimiste, comme on dit, un peu vite. À côté de vous, Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express. Vous considérez que les chefs d'État africains ont toujours su jouer habilement de cette carte du moi ou le chaos. Et aujourd'hui, c'est plutôt moi et le chaos. Ça concerne le Gabon, j'imagine, de votre point de vue. Entre autres. À côté de vous, Richard Banegas, bonsoir. Vous êtes Banegas. Banegas. Pardonnez-moi. Professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Afrique. Selon vous, le processus de démocratisation est chaotique, mais il y a depuis 5 ans à peu près un nouveau processus de mobilisation citoyenne. La société civile se réveille avec des motifs d'espoir. Par exemple, la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso. On démarre avec une question d'un spectateur. Oui, téléspectatrice même. La voici, une question lapidaire. La démocratie est-elle un modèle importable? Vincent Hugeux, déjà, est-ce qu'on peut parler de démocratie pour un scrutin à un seul tour? J'ai toujours trouvé que le scrutin à un seul tour était une ineptie démocratique. Oui. Parce que ça signifie très clairement qu'avec 22,47% des voix, devant une opposition émiettée et fragmentée, vous pouvez être élu président de votre pays. Oui. Donc, première réponse, oui, assez claire. Je vous ai servi de la vodka que vous allez boire, bien sûr, à la santé de Vladimir Poutine, le sauveur du président syrien. Pourquoi vous les aimez, Assad et Poutine? Ben, ce sera, désolé cher barman, mais ce sera tout à fait symbolique. Mais ce n'est pas que je trouve Poutine ma tasse de thé. Je serai en Russie, je serai un opposant. Il est clair qu'on a amené là depuis 20 ans, avec les amis de l'Occident, entre parenthèses, une privatisation, la montée des fortunes et des oligarques, et que pour les gens, la vie est plus difficile. C'est une question totalement séparée de la question qui, aujourd'hui, est très agressive sur le plan international, se permet de dire dans tel pays, il faut faire ça, il faut chasser tel dirigeant, et ça, c'est les États-Unis. De ce point de vue-là, la Russie se défend, et on peut le comprendre. Mais Poutine, il avait raison, selon vous, de défendre le président Assad, parce que c'est quand même bien ça qu'il a fait. Il n'est pas allé en Syrie pour s'attaquer à Daesh, il est allé là pour s'attaquer davantage à la rébellion et sauver le président et sauver le régime de Damas. Votre question part de l'idée que nous, les bons en Occident, nous, les gentils, États-Unis, France, Belgique, nous, par contre, nous faisons très bien. Nous ne défendons pas des intérêts économiques, nous n'avons pas d'arrière-pensée, nous sommes là uniquement pour le peuple syrien. Alors, je voudrais savoir pourquoi on prétend apporter la démocratie en Syrie avec l'aide de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Turquie et d'Israël. Ça, il faudra m'expliquer. Mais ne me dites pas quand même que le régime de Damas est un régime démocratique. Non, ça c'est clair, mais il ne l'était pas avant 2011 non plus. Et jusque 2011, comme vous savez que c'est une région traversée par les gazoducs et qui avait d'énormes intérêts, le Qatar était grand ami avec la Syrie parce qu'il voulait que son gazoduc passe par là vers la Méditerranée et vers l'Europe. Personne n'avait de problème avec Assad. Le jour où Assad dit « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que c'est contraire aux intérêts de mes alliés, l'Iran, la Russie, et je vais faire un autre pipeline et gazoduc concurrent », les Turcs sont fâchés, les Qataris sont fâchés, et tout d'un coup, on vient apporter la démocratie en Syrie, alors que le problème, il est dans tout le Moyen-Orient. Si les États-Unis et leurs amis veulent vraiment la démocratie, mais qui commence par l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pétromonarchies et Israël, et alors on verra. Mais qu'il y ait des intérêts économiques, ça, personne ne le conteste. Ah si, dans les médias, on n'en parle jamais. Nous sommes toujours là pour des causes nobles et la démocratie. Si, vous ne le contestez pas, mais regardez les journaux télévisés. Positif par essence. C'est l'évolution de l'humanité qui pousse les peuples à se rencontrer, à discuter, sans pour autant se perdre dans leur démarche de l'identité. Le mondialisme est comme la plupart des termes non-ismes, sauf évidemment le panafricanisme, un terme négatif qui pousse justement à la dérégulation du phénomène originel qu'est la mondialisation. Le mondialisme, à partir de ces aspects-là,
d'accord, tend justement à aller dans une démarche, dans un processus d'uniformisation de la pensée. La sœur disait tout à l'heure d'occidentalisation. J'irai même plus loin. J'irai même plus loin, mais c'est exactement dans cette tendance parce que les Occidentaux aujourd'hui aussi subissent le mondialisme. Et s'ils subissent le mondialisme, c'est que justement ça va plus loin qu'une démarche d'occidentalisation. C'est le processus d'uniformisation voulu par l'oligarchie d'Occident. Mais dire oligarchie d'Occident ne signifie pas qu'elle est occidentale par essence. Certains vous diront que la finance internationale est apatride par définition. Et ces derniers ont pour projet de pousser les peuples à s'uniformiser, à perdre leur particularisme, à perdre leur identité. On va vous donner une définition, par exemple, de la démocratie. La démocratie aujourd'hui, et Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, en sait quelque chose, ne peut être démocratique qu'à partir du moment où elle est validée par l'oligarchie d'Occident. Gbagbo s'est levé et a dit « Moi, je suis démocrate ». On a dit « Ta démocratie, Bamboula, ne nous intéresse pas. Dégage ». Et puis on a mis Ouattara. C'est quelque chose de réel. Monsieur Beko, l'actualité chaude du moment, c'est plus de 1500 personnes qui viennent de connaître une triste fin au large de l'île italienne de Lampedusa. Comment expliquez-vous ces milliers de morts que nous connaissons actuellement? La plupart d'entre eux viennent de Libye, hein. Ils traversent à partir de la Libye. Or, nous savons aussi que l'Occident a exporté sa démocratie des cimetières en Libye. Parce qu'avant cela, il y avait quand même le pouvoir de M. Kadhafi qui avait réussi à contrôler en tout cas le flux migratoire au niveau de la Libye, entre la Libye et l'Europe, mais aussi la Libye est un pays stable. En déstabilisant le pouvoir de M. Kadhafi, l'Occident a ouvert la boîte de Pandore, puisque la Libye est devenue en même temps le terreau d'où partent les djihadistes pour aller combattre en Syrie et dans d'autres contrées du monde. Et donc la question des réfugiés ne peut être comprise que si l'on insère dans un contexte plus global, celui de la déstabilisation d'un pays qui s'appelle la Libye. Vous parlez souvent de la déstabilisation de la Libye, mais fallait-il alors laisser un dictateur comme Muammar Kadhafi tuer ses concitoyens comme il a essayé de le faire à Benghazi? Je vais poser une question, je vais reprendre en posant une question. Kadhafi était dictateur pour vous, les médias occidentaux, pour les Libyens? Oui, l'Afrique est un média panafricain basé à Paris, mais ayant la majorité de ses journalistes sur le continent. Donc bon, ça c'est pas le problème, parce que ma question est de savoir si Kadhafi est un dictateur, comme vous l'avez relevé tantôt dans votre question. Si Kadhafi est un dictateur, je pense que c'est aux Libyens de déterminer cela. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas massacré son peuple, puisque même le CNT l'a reconnu après. On sait aussi que pendant les bombardements de l'OTAN, près d'1 million des Libyens étaient dans les rues de Tripoli. Donc c'est bizarre pour un dictateur, et on parle d'un pays qui a 6 millions d'habitants. On sait aussi que pendant si les bombardements de l'OTAN perduraient, c'est parce que les Libyens ont résisté. Donc c'est une drôle de manière de présenter un homme aussi simplement en disant que c'est un dictateur. Je pense que le problème, et ça je vous le dis à vos journalistes africains, il faut en même temps faire attention de ne toujours pas colporter les sornettes qui sortent de certaines officines, en tout cas des médias que moi j'appelle des médias fast-food occidentaux. Les journalistes occidentaux sont des prostituées de l'intellect, ce ne sont pas des gens qui sont rigoureux dans l'analyse des faits et des événements, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de la Libye, moi je peux vous dire aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on sait de la Libye, en tout cas sur Kadhafi, les Libyens vivaient mieux qu'en France aujourd'hui, où les gens qui montent dans chaque coin de rue. Donc Kadhafi, si c'est un dictateur, en tout cas ça devrait être un drôle de dictateur. Maintenant, est-ce qu'on devrait le laisser? Parce que vous avez dit ça c'est la question. Le laisser massacrer son peuple. Non, puisqu'il n'a jamais voulu massacrer son peuple. Ça fait partie de la propagande occidentale, en tout cas de l'OTAN, pour mettre en branle sa stratégie qui a été planifiée depuis bien longtemps. Tant qu'il n'y a pas une prise de pouvoir par des cadres panafricains dans un État qui a une puissance démocratique, qui a une puissance logistique et tout ça. Donc moi j'en cite 4. L'Afrique du Sud, la RDC, le Nigeria, qui est la première puissance économique en Afrique actuellement, et l'Éthiopie. Tant qu'il n'y a pas une prise de pouvoir des cadres panafricains, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont panafricanistes
mais en fait sont des panafricanistes bizarres. Tu vois, quand nous disons panafricaniste, c'est-à-dire que tu ne peux pas être panafricaniste et en même temps défendre le marxisme. Tu ne peux pas être panafricaniste et défendre le capitalisme. Tu ne peux pas être panafricaniste, c'est des échecs de Nkrumah. Tu ne peux pas être panafricaniste. Si tu es panafricaniste, il faut que tu défends un système socio-économique autoréférentiel qui est basé sur notre histoire et qui est articulé autour de la maths. Donc nous sommes opposés aux panafricanistes marxistes et de telle ou telle obédience, capitalistes de telle ou telle obédience, sociodémocrates, sociolibéraux, des trucs comme ça. On est opposés. Donc, si on a souffert par cette confusion entretenue, c'est pas pour encore retomber dans les mêmes travers après toutes ces années où nous avons eu le temps de connaître notre histoire.